20h sur la télévision Futur Média Bondogu. Si vous êtes à table, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Vaste opération de saisie des denrées avariées. Le marché Castor a reçu la visite de brigades mixtes de contrôle. Une cellule mise sur pied par le ministre du Commerce. Alioune Sarr annonce l'extension du contrôle à tous les marchés de la capitale. La police, la gendarmerie et le service d'hygiène sont les principaux services représentés au niveau de ces brigades de contrôle. Refonte du code électoral, l'opposition arrondit les angles. La proposition de 5 plénipotentiaires faite par Gortia Wardia a été acceptée par l'EFOP, l'entente des forces de l'opposition. Les travaux pour l'installation de la commission électorale ont finalement démarré ce jeudi donc comme prévu. Célébration ce 16 juin de la journée dédiée à l'enfant africain. Il y a exactement 40 ans, Soweto était le théâtre d'affrontements entre collégiens et forces de l'ordre. Plusieurs jeunes Sud-Africains y avaient perdu la vie. Retour sur cette journée chaude et focus dans ce journal sur différentes rencontres organisées à travers le pays pour célébrer justement l'enfant africain. Enfin, jadis une tradition, le soukher au corps semble s'être imposé au fil des ans comme une obligation pour la belle-fille de faire plaisir ou de se rapprocher de sa belle famille. Vrai ou faux, dans tous les cas, la jante féminine tient à marquer le coup chaque année dans cette édition témoignage de jeunes Sénégalaises sur la question. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Que les commerçants et autres grossistes se le tiennent pour dit, désormais des brigades mixtes de contrôle des denrées de première nécessité vont être installées au niveau des marchés de la capitale. Annonce faite par le ministre du Commerce, Alioune Sarr, qui a annoncé la couleur. C'était au cours d'une descente qu'il a effectuée au marché Castor, accompagné de ses collaborateurs. L'autorité a annoncé que le travail de contrôle se fera désormais en partenariat avec les différents services de l'État, la police, la gendarmerie ou encore le service d'hygiène. Aux commerçants délinquants, il prévient que tolérance zéro leur sera appliquée avec une nouvelle loi qui sera d'ailleurs bientôt présentée à l'Assemblée nationale. Maïmouna Ndiaye. Des cuisses de poulet, des dattes, entre autres denrées, des produits parfois périmés ou interdits d'importation. Désormais, des brigades mixtes veillent au contrôle et à la surveillance des aliments. Le marché Castor, la phase pilote. Ces brigades sont coordonnées par les gouverneurs de région, dans lesquels il y a les services régionaux du commerce, il y a également les services de la santé, les services de l'hygiène, la gendarmerie, la police, pour que ces brigades mobiles puissent prendre toutes les dispositions pour que les produits mis en consommation respectent les normes et ne soient pas préjudiciables à la santé des consommateurs. Aux commerçants, la loi sera beaucoup plus sévère, annonce le ministre du Commerce. Et je donné instruction à ces brigades qui sont sous le contrôle du ministère du Commerce, qu'ils soient sans aucune forme de clémence vis-à-vis des délinquants qui mettent sur le marché des produits périmés, des produits qui peuvent nuire à la santé des populations. Donc je dois également profiter de cette opportunité pour lancer un appel à tous ceux-là qui sont sans aucun scrupule et qui essaient de commercialiser des produits impropres à la consommation, que le gouvernement fera face et nous serons extrêmement fermes quant aux sanctions qui seront appliquées à ces hommes et ces femmes sans aucun scrupule qui n'hésitent pas à mettre sur le marché des produits qui peuvent nuire à la santé des populations. Le sucre en morceaux introuvable sur le marché, Alioune Sarr tente de rassurer. Je crois que là, nous allons nous en référer à l'industriel aujourd'hui, puisque vous savez qu'actuellement, c'est le sucre produit par la compagnie sucrière qui est commercialisé sur le marché. Le marché n'est pas encore ouvert à l'importation. À part le sucre en morceaux, le marché reste bien approvisionné en cette période de Ramadan. Nous parlons à présent de la révision du fichier électoral. Après 48 heures de suspense, l'opposition a finalement trouvé un terrain d'entente. L'EFOP, l'entente des forces de l'opposition, a accepté la proposition de 5 plénipotentiaires proposés par la coalition Gortia Wardia. Ce jeudi, le ministre de l'Intérieur a pu installer donc, comme prévu, la commission technique de revue du code électoral. Les travaux vont porter sur les 12 points déjà retenus. C'était le 9 juin dernier à la Sanba.
5 plénipotentiaires pour l'EFOP et 10 pour Gorthié Wakhdje. Finalement, l'entente des forces de l'opposition a accepté la proposition de la coalition Gorthié Wakhdje. Quand nous avons constaté qu'il y avait un blocage et qu'on ne pouvait pas s'entendre, nous avons décidé de prendre sur nous la responsabilité de ne pas bloquer les travaux. Et nous avons accepté de prendre les 5. Et ils l'ont confirmé ce matin devant le directeur général des élections. Donc il y a eu un consensus et nous serons 15. Un consensus se trouvait finalement pour entamer les discussions sur la revue du code électoral. Mais à ce stade, le bloc attendu de l'opposition n'est-il pas menacé? Ce qui est souhaité, c'est qu'il y ait un bloc fort de l'opposition parce que cela participe à la vitalité de notre démocratie. Il faut toujours, devant un pouvoir fort, une opposition forte. Rien n'empêche, pour des questions personnelles, que des coalitions se forment. On est déjà en bloc, c'est déjà fait. On va en rang serré, on a fait la même liste. Sur les principes, sur certains points, il faut qu'on apprenne à accepter nos différences, même si on est ensemble. On est tous de l'opposition, mais il y a des différences, il y a des sensibilités. Les 12 points déjà retenus lors de la rencontre du 9 juin dernier seront au cœur des débats. Objectif, élaborer un code consensuel. Nous voulons une présence organisée. Il faudrait que les plénipotentiaires des deux pôles se voient pour que sur un certain nombre de points, qu'on puisse avoir le même langage et que ce langage soit conforme aux attentes des populations. Parce que ce n'est pas seulement ce que nous désirons, nous, comme représentants de partis politiques, qui compte, mais ce que les populations attendent de nous. Déthié Fall réaffirme leur position quant à l'organisation des élections. Pas question de Abdoulaye Daouda Diallo. Pour le moment, c'est parti pour les échanges et le document est attendu d'ici fin octobre, début novembre. Le dialogue politique initié par le chef de l'État, bien apprécié par ses alliés dans la banlieue, selon ses proches du camp présidentiel, l'heure n'est plus aux diatribes plutôt, encore moins aux invectives, mais plutôt au développement du pays. Et je vous propose d'écouter tout de suite Abou Abel Thiam. Ses propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Aujourd'hui, ma fierté d'abord, c'est de rendre hommage à ceux qui l'ont élu, les pionniers, ceux qui ont porté le combat, ceux qui ont accompagné le président Macky Sall, qui se sont battus à ses côtés pour parvenir au pouvoir. Ceux qui ont ouvert leurs bras, qui ont ouvert leurs mains, tendu leurs mains, ouvert leur cœur à leurs autres frères des autres partis, mais au-delà des partis, à tous les Sénégalais. Le dialogue ne se limite pas dans les sphères étroites des partis. Le dialogue va vers tous les citoyens du Sénégal, tous ceux qui se retrouvent autour de l'action et de la volonté du président Macky Sall. Vous devez répondre à tous ceux qui n'ont que la critique à la bouche. Les réalisations de Djiddah Thiaroye Kao ne seraient pas là. Les réalisations dans le département de Pikine ne seraient pas là. Aujourd'hui, la réponse que nous fournissons, c'est la réponse aux préoccupations des populations et non aux objecteurs de conscience. De toute façon, nous n'entendons pas faire quelque chose qui entre dans ce qu'ils veulent entendre, dans ce qu'ils escomptent. Nous, ce que nous voulons, c'est répondre aux attentes des populations et non aux préoccupations de politiciens en mal de légitimité. Le président Macky Sall est un président qui a sorti les populations des inondations, qui les a sortis de l'insécurité, qui les a sortis des embouteillages, qui les a sortis de pas mal de problèmes. Le chemin est encore long, parsemé d'embûches. Beaucoup de choses restent à faire, mais ce qui a été fait à ce jour est un motif de très grande fierté. Parlons de tout à fait autre chose. Direction cité Saka, c'est à Rufisque. Sur place, les habitants victimes d'une pénurie d'eau sont obligés de veiller tard la nuit pour guetter les moindres gouttelettes qui pourraient couler du robinet. Un calvaire qu'elles ne peuvent plus supporter. Elles ont organisé une marche spontanée pour dénoncer cette situation qui sévit au niveau de leur quartier, c'est-à-dire à la cité Saka, mais également au niveau de 22 autres quartiers de Rufisque. Ousseynou Thiam, Biradiagne, nos correspondants sur place pour le reportage. Avez-vous de l'eau en abondance? La réponse est non à la cité Saka à Rufisque. Dans ce quartier situé juste à l'entrée de la ville en provenance de Dakar, les habitants éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer du liquide précieux. Je l'ai dit. Donc nous sommes une entité de personnes et nous n'arrivons pas à avoir de l'eau. Nous, les pères de famille, mères, enfants, garçons et filles, nous sommes chez nous jusqu'à 3 heures du matin pour attendre l'ouverture de cette eau-là. Moi, je pense que
actuellement, à l'actuel moment que nous sommes au Sénégal, nous devons dépasser cela. Et nous sommes à 22 km de Dakar, de la capitale du Sénégal. Pourtant, ces populations ont tout fait pour sensibiliser les autorités en charge de cette question, mais jusque-là, rien n'a été fait par rapport à leur long calvaire. Depuis 2008, on est en train de nous parler d'une vanne qui est là, qui est fermée, et ils sont à la recherche de cette vanne-là. On se pose la question où on est. Et maintenant, nos politiciens nous prennent Sénégal émergence. Mais avec l'émergence, comment on peut vivre en allant dans les Sayanes, en allant un peu partout pour trouver de l'eau? Là, c'est dépassé. Après avoir investi leur quartier, ces habitants n'excluent pas de paralyser la circulation au niveau de la route nationale numéro 1. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, on a fait une marche dans notre cité pour être sage, pour que les autorités reviennent à la normale. Comment? Nous avons fait une marche dans la cité, on n'a pas dérangé la circulation, on n'a dérangé personne. Mais je pense qu'à la deuxième phase, nous allons bloquer la nationale 1 pour que les autorités sentent que nous sommes à 22 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Dans l'attente d'une solution, ces populations de la cité Saka et de 22 autres quartiers de cette partie de Rufisque-Ouest devront encore prendre leur mal en patience. Et de Rufisque, retour à Dakar, l'association des locataires du marché HLM 5 Extension veut l'ouverture des 98 cantines dont les réfections sont achevées depuis près d'un an. Ces commerçants interpellent la mairie des HLM 5 qui tarde toujours à livrer ces cantines en question. Avec l'approche de la Korité, ces commerçants affirment ne plus savoir à quel saint se vouer. Ils l'ont dit au micro de Dissa Prera. Nous écoutons Serine Touré, c'est le secrétaire général de leur association. Le bâtiment que vous voyez derrière nous là, ça fait 98 places. Ça fait plus d'1 an que c'est terminé. Le maire tarde à ouvrir les places. Alors que nous, les locataires, nous avons besoin des places pour travailler. C'est ça le principal problème. Deuxièmement, ils nous avaient promis d'élever notre marché en hauteur, c'est-à-dire R+1, plus des toilettes et une mosquée. Depuis longtemps, on n'a rien vu. On l'interpelle directement pour qu'il intervienne à ouvrir notre marché et à élever plus vite possible le marché en étage. Parce que nous avons besoin de place. Nous sommes allés le voir par plusieurs fois. Nous avons discuté avec lui. Il nous a promis que des promesses, que des promesses. Les promesses, si ce ne sont pas tenues, ce n'est pas la peine de les faire. Je vous l'annonçais en titre, célébration ce 16 juin de la journée dédiée à l'enfant africain. Alors on se souvient, il y a exactement 40 ans, Soweto, banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud, était le théâtre d'affrontements entre collégiens et forces de l'ordre. Une manifestation qui avait violemment été réprimée par la police sud-africaine avec un lourd bilan. Et un lourd bilan qui a justement conduit à célébrer chaque année depuis l'enfant africain ce 16 juin. Aminata Mbaresso nous replonge au cœur de cette journée à jamais gravée dans les annales de l'histoire. Célébration de la journée de l'enfant africain, l'origine remonte au 16 juin 1976. Ce jour-là, des milliers d'écoliers sud-africains descendent en masse dans les rues du township. Ces potaches, pour la plupart des Noirs, contestent la volonté du gouvernement d'imposer l'africain comme langue d'enseignement dans toutes les écoles noires. Pour ces écoliers, cette langue représentait celle de l'oppresseur. En uniforme d'école, ils avaient envahi la rue, direction le stade, pour remettre aux autorités leurs revendications. Sur le chemin, la police tire à balles réelles sur ces enfants. Le bilan est lourd, une vingtaine d'enfants est tuée. La victime la plus célèbre est Hector Peterson, âgé seulement de 13 ans. Sa photo aura fait le tour du monde. Au décompte total, ils sont plus de 500 jeunes tués dans cette manifestation. Une manifestation qui a été un tournant important dans la lutte contre l'apartheid. Et puis, coup de projecteur sur le centre d'accueil Guindi de Dakar à l'occasion de la célébration justement de cette journée dédiée à l'enfant africain. Depuis le début de l'année, 32 enfants ont été pris en charge par l'administration du centre et ce n'est pas tout. Un numéro vert est également mis à la disposition des populations pour dénoncer toute forme de maltraitance exercée sur les enfants. Chertidiane John et Jafar Abba ont visité le centre Guindi. Reportage. 17h dans la cour du centre d'accueil Guindi, les enfants récupéraient forme de petits groupes. Ils sont occupés par diverses activités, jeux de dames, jouer au baby-foot ou regarder attentivement la télé. On les ramasse dans les rues,
nous les acheminons vers le centre. Ou bien nous avons des partenaires, c'est-à-dire la police, il y a la police ou bien la gendarmerie, ou bien des personnes ressources qui nous représentent dans les quartiers. Si par exemple, s'ils rencontrent des enfants qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue, ils nous les amènent. Dans ce centre d'accueil, un travail psychologique se fait quotidiennement pour assurer naturellement le retour en famille. Par bonheur, nous retrouvons la famille de l'enfant. Nous faisons une médiation d'abord avant le retour en famille. Parce que si l'enfant se retrouve à la rue, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un problème entre l'enfant et les parents. Initialement, les textes du dit centre prévoient un séjour de 3 mois. Cependant, parmi les enfants qui y séjournent, une exception particulière est notée avec cette jeune fille sourde-muette. Dieynaba, c'est un cas critique, handicapé total, vous l'avez vu, avec sa valise pleine de ses habits. Il l'a donné au CDP de Guédiawaye qui nous l'a confié en accord avec le préfet. Pour accueillir les enfants en difficulté, un numéro vert 116 est mis à la disposition des populations. C'est une ligne donc verte qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui est gratuite pour tous les opérateurs téléphoniques et un outil donc majeur pour la protection de l'enfance. Il permet de dénoncer des effets néfastes aux enfants, de dénoncer donc des maltraitances aux enfants et de signaler tous les abus qui sont faits à l'égard des enfants. Le plus souvent, le centre Guindi accueille plusieurs nationalités, notamment bissau-guinéenne, gambienne et sénégalaise. En 2016, l'effectif est de 32 enfants. Et puis la journée de l'enfant africain a été également célébrée dans le département de Dagana. La particularité dans cette partie du Waalo, les pensionnaires de la case des tout-petits rencontrent d'énormes difficultés pour avoir un acte de naissance. Sur les 1879 élèves inscrits dans les 33 structures, eh bien plus de la moitié est confrontée à ce problème. Un défi que les acteurs éducatifs veulent relever. Ousseynou Diop, Habib Sek pour la correspondance. L'acte de naissance, un droit pour les enfants du Waalo, est le thème de la célébration de la 9e édition de la journée africaine. Dans le département de Dagana, sur les 33 structures sont inscrits 1827 enfants, mais la majeure partie rencontre d'énormes difficultés pour avoir un acte de naissance. Et même dans les écoles élémentaires, de plus en plus, on est confronté à un problème d'acte de naissance pour les enfants. Et on voudrait quand même ensemble voir quelle stratégie développer pour pouvoir éradiquer ce mal. Faire de sorte que chaque parent puisse volontiers aller inscrire son enfant sur l'état civil. Le combat est aussi mené dans les différentes collectivités locales. Les maires ont mis en place une nouvelle politique pour orienter et sensibiliser les parents d'élèves sur l'importance de l'acte de naissance. Mais au-delà de château du département, d'avoir un état civil fiable. Et en interne, au niveau de la mairie, aussi nous travaillons à mettre un cadre qui nous permet de réussir notre mission dans ce domaine-là. Dans les structures, les élèves des cases des tout-petits sont aussi confrontés à d'autres problèmes. Le matériel utilisé n'est pas adéquat et parfois les jeunes sont stigmatisés par les populations. Il y a certaines structures qui ne répondent pas en tout cas aux normes de construction permettant aux enfants de s'épanouir comme il se doit. C'est fréquent, mais jusqu'à présent ça reste. Parce qu'à chaque fois ils disent que la petite enfance c'est pour danser et c'est pour chanter seulement. Mais il y a des activités qu'on prépare l'enfant à l'élémentaire. Le département de Dagana compte sur la sensibilisation des acteurs pour que tous les enfants soient enregistrés à l'état civil. Un combat qui sera porté également par les éducatrices et éducateurs des 33 structures du département. Le mouvement des étudiants et élèves républicains ne veut plus d'une année scolaire sauvée de justesse. Sa section basée à Pikine fustige les conséquences désastreuses liées aux grèves cycliques des enseignants. Le mouvement faisait face à la presse. Nous écoutons Alioune Badara Badji, secrétaire général du maire de Pikine, au micro de nos correspondants Salif Sow et Asmalik Diop. Nous avons senti la nécessité de nous lever afin de dénoncer cet état de fait. Parce que tout simplement, il est réel que les enseignants ont le droit de grève, c'est reconnu par la Constitution. Mais aussi, les élèves ont le droit à l'éducation. Et la nécessité de concilier ces deux droits fait qu'ils ne doivent pas abuser de leur droit de grève. Alors on a constaté qu'il y a abus dans leur droit de grève, n'est-ce pas? Et aussi, il y a une modalité de grève qu'ils ont empruntée qui consiste à retenir les notes des élèves. Et nous ne pensons pas que dans notre législation actuelle, cette modalité est permise. Et
Et plus grave encore, on leur fait des réquisitions conformément à la loi, ils refusent de les prendre et à la limite certains même permettent de déchirer ces réquisitions. Et nous pensons que ça c'est pas normal, c'est pas sérieux, il y a manque de volonté, manque de patriotisme par rapport à ces enseignants-là. Et aussi il y a le président qui est en train de faire des efforts considérables en matière d'éducation. Il dépense des milliards pour l'éducation. Alors si on voit que malgré ces milliards qui sont dépensés, il n'y a pas les effets escomptés, je pense que ça peut décourager. Et je pense que aussi les enseignants, ce sont les enseignants, n'est-ce pas? Avec tout le respect qu'on leur doit, nous pensons que cette fois-ci, ils se sont trompés de combat. Et nous encourageons aussi les syndicalistes à lever le mot d'ordre pour de bon, parce que nous ne voulons plus que ce genre de grève se répète au Sénégal. Allez, parlons santé à présent. Le ministère de la Santé veut faire reculer le taux de mortalité maternelle et infantile. L'autorité vient de procéder au lancement d'un plaidoyer sur la santé de la reproduction, mais aussi la survie de l'enfant. Une démarche qu'elle veut inclusive avec l'implication de toutes les forces vives de la nation et de toutes les parties prenantes. Nafissatou Silla. Chaque jour au Sénégal, des femmes meurent des suites de grossesse, d'accouchement ou du postpartum, et de même que des enfants avant l'âge de 5 ans. Nous avons fait vraiment, je peux le dire, beaucoup de progrès. On était presque à atteindre les objectifs du millénaire pour les enfants. Mais pour les femmes, nous avons bien diminué. Nous sommes passés de 400 et quelques à, je donne ça parce que c'est plus facile à retenir, à 312. Pour 100 000 naissances vivantes. Mais c'est vous dire qu'on est parti d'un nombre élevé pour atteindre 300 et nous voulons maintenant aller jusqu'à moins de 100. Ce n'est pas suffisant et nous voulons encore faire des progrès parce que nous ne voudrions pas voir des femmes mourir d'une mort évitable. Pour réduire le taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile, un plan d'action s'impose et le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite tous les acteurs de la société à prendre part à cette lutte. Nous voulons élargir ça, que ce ne soit pas que les gens du ministère de la Santé, mais que ce soit tout le monde qui s'implique dans cette lutte que nous menons d'une manière farouche au niveau des radios communautaires, au niveau des radios ou bien des télévisions, qu'on parle plus, par exemple, du fait qu'une femme doit aller précocement faire sa première visite. C'est dans cette perspective que l'Alliance de plaidoyer sur la santé de la reproduction et la survie de l'enfant a été lancée. Une synergie de toutes les parties prenantes est attendue afin d'atteindre les objectifs fixés. À la une de l'actualité politique, cette déclaration d'Aminata Touré, la responsable APR raille l'opposition. Elle l'assimile à une ambulance sur laquelle il ne faut pas tirer. Sur la libération imminente de Karim Wade, eh bien, elle n'y voit pas d'inconvénient, mais déclare que son élargissement ne le dédouane pas de la reddition des comptes. Aminata Touré était à la cérémonie de célébration de l'appel du 16 juin de l'AFP. Ces propos sont recueillis par Adi Atala, Ababacar Camara. On ne tire pas sur l'ambulance, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Le président de la République, constitutionnellement, a le droit de grâce. Il l'accorde chaque année à des milliers d'incarcérés. Je vous signale que la grâce, ça veut dire que les faits pour lesquels la justice s'est prononcée sont avérés. Ça, il est important de le savoir. L'amnistie efface les faits, mais la grâce, ça veut dire que les faits sont avérés. Donc le procès de Karim Wade, pour ne pas l'évoquer, a été un procès juste et équitable et l'intéressé ou le prévenu a été condamné et il a passé la moitié de sa peine. Donc la possibilité de grâce s'ouvre. Donc il sera devant la Corité ? Je n'en sais absolument rien. Que voulez-vous que j'en sache ? Ben oui, je le pense. C'est un acquis fondamental du régime du président Macky Sall. Report à une date ultérieure du Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations. Entre autres causes évoquées, l'absence de rapport indispensable à la bonne tenue de la rencontre. Des précisions avec Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, au micro d'Ibou Diouf. Annulé et reporté à une autre date, puisque des rapports importants et essentiels n'ont pas été versés dans le dossier. Vous avez certainement pris part au démarrage des travaux avec l'introduction faite par M. le Premier ministre et la déclaration du ministre en charge de la lutte contre les inondations. Et il manquait d'autres rapports et le Premier ministre a pris la décision de différer la réunion
qui sera programmé et reconvoqué dans les meilleurs délais. Allez, direction Saint-Louis pour parler de la présidence de la Chambre de commerce suite à des irrégularités qu'il a constatées. Cher Souran, le président sortant et sa coalition ont décidé d'introduire un recours à la Cour suprême. Selon l'avocat de la partie civile, les irrégularités sont imputables au ministre mais aussi au gouverneur de la région qui ont pris des arrêtés portant ouverture et révision des inscriptions. Nous suivons Alune Abatalib Gueye pour plus de détails. Il est au micro de Senou Diop et Habib Sek. S'il y a des circonstances pouvant perturber, le ministre aurait dû motiver le report de ces dates en précisant dans son arrêté le motif. Mais je vous ai dit, il n'y a aucun motif. Or, en droit administratif, l'acte administratif doit être motivé. C'est-à-dire, vous devez dire sur quoi vous vous fondez en fait et en droit pour prendre cette décision. Si vous ne le faites pas, dans ce cas-là, si vous ne précisez pas les raisons, votre acte est irrégulier et entaché d'excès de pouvoir. Sur la base, n'est-ce pas, de ces violations manifestes du décret du président, de la loi portant Code général des impôts, d'introduire une procédure. Et cette procédure, c'est quoi? C'est un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du ministre et bien sûr le dernier communiqué de M. le gouverneur. Un mot de culture dans ce journal. Faire de l'ancien palais de justice de Dakar un musée de l'art africain contemporain. Voilà la principale doléance du comité d'orientation de la Biennale de Dakar qui a fait face à la presse ce jeudi. Ceux qui ont visité la Biennale de Dakar ont en effet pu admirer la belle bâtisse réhabilitée en un espace charmant le temps du Dakar. Un réaménagement qui a inspiré les organisateurs. Ils pensent que ce patrimoine devrait donc être confié à la culture. Beidi Agne, le président du comité d'orientation, a tiré un bilan partiel de la 12e édition de la Biennale de l'art contemporain au cours de cette conférence de presse. Mambiram Diouf pour le compte-rendu. L'art africain contemporain dans toute sa splendeur, c'était du 3 mai au 2 juin dernier à Dakar lors de la Biennale. Quand le comité d'orientation tire les premiers éléments de conclusion, c'est pour dire bravo. Surtout, tout événement peut être amélioré, mais il y a un sentiment global d'un événement qui a été bien géré. Avec un budget de 625 millions de francs CFA, le travail entamé 7 mois avant la Biennale n'est pas encore bouclé. Il reste beaucoup à faire, estime Beidi Agne. Le 10 juin, tous les œuvres ont été remis en caisse à l'aéroport et ils vont partir à temps. Et les œuvres déjà sont tous à l'aéroport en attente de programmation pour que d'ici fin juin, les œuvres seront reparties totalement. Deux sites hors du commun cette année, la gare de Dakar et l'ancien palais de justice. Faire de cette bâtisse le musée d'art contemporain du Sénégal vivement souhaité. On formulé auprès du président de la République pour lui dire que ce palais doit revenir à la culture. Il est aujourd'hui sous l'autorité du ministère de la Justice, que ce palais doit être le musée d'art contemporain du Sénégal. Et il sera un des plus beaux musées d'art contemporain au monde. Les pré-rapports des commissions, presque tous recensés, fin juillet est attendu le rapport final. Le ministre en question, Mbagnick Ndiaye, il est tout à fait conscient et tout à fait d'accord que dès la remise du rapport, nous ne serons pas dans ce qu'on a eu en fin des éditions passées. Le comité d'orientation sera mis en place au plus tard, je pense d'ici fin juillet, début septembre, pour 2018. 2018 est attendue la 13e édition de la Biennale pour encore faire la promotion du Sénégal. Le reportage du jour, vous le savez, concerne le mois de Ramadan. Eh bien, mesdames, si vous nous regardez ce soir, ce sujet va certainement vous intéresser. Nous parlons du fameux soukarou koor qui semble devenir une obligation pour faire plaisir à sa belle famille pendant le mois béni. Certaines dames interrogées par nos reporters à vous-même utiliser cette astuce pour se rapprocher un peu plus de celle-ci. Mamadou Fall, Modou Diop les ont rencontrés. Reportage.
À Ramadan, sa particularité, moi qui rime avec la piété et la solidarité, le traditionnel Soukarou Koor traverse presque toutes les générations. Hommes et femmes s'acquittent de ce qui semble devenu une obligation. man awma weer koor taxaw na kii ñëw yëkkati dara jox ma xanaa yàlla fee ko tiyaab rek. dañ may jox damay joxe. ñaanal naa ko yóbbu Makka sax sa goro daal doo ko yemale ak kenn. Une tradition agréée par notre religion selon ce septuagénaire. mais amul benn baagaar foofu man mii ko jëlee aussi xanaa yàlla fee ma tiyaab mais amul benn baagaar foofu. Le riche doit aider le pauvre. C'est d'ailleurs ce qui symbolise le Soukarou Koor. L'islam l'agrée comme tout bon acte. Et pendant le Ramadan, il faut aider les pauvres. C'est vraiment une bonne chose. En plus, c'est la tradition. Il faut juste éviter les excès. Mais elle ne doit pas pousser la personne à faire ce qui est au-dessus de ses capacités financières. Les moyens diffèrent. Si certaines dames peuvent donner 500 000 francs ou des diésinaires, d'autres ne le peuvent pas. Ce qui importe, ce sont les bons rapports. Une belle-mère ne doit pas être matérialiste. Elle doit considérer toutes ses belles-filles. En cette période de Ramadan, les grues font tout pour faire plaisir à leur belle famille. Soukarou Koor oblige. Bienvenue dans la page des sports. Nous parlons de la fin de la saison de la Ligue 1 sénégalaise. Ce week-end, des matchs très serrés sont au programme de cette 26e et dernière journée de la D1. Le leader, l'US Gorée et son dauphin Djambar se disputent à distance la tête du classement. Le Niambour, lui, premier relégable pour son maintien. Mamadou Fall et Ousseynou Diagne. La Ligue 1 sénégalaise boucle sa saison ce dimanche après une 25e journée.